Merci. Bonsoir. Pour commencer, en fait, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous faites partie de ces 60% de gens que la culture rend plus heureux? C'est le CREDOC, l'Institut d'études spécialisées dans la consommation et les modes de vie, qui a très sérieusement et rigoureusement observé que les individus qui, dans l'année écoulée, ont fait une visite culturelle, un musée, une expo, un lieu culturel, ont 60% de plus de chances de se déclarer eux-mêmes plus heureux. Ça en dit long sur la place de la culture dans nos vies. Et puis on a de la chance parce qu'en France, on a plein d'occasions de se rendre plus heureux. Une année comme 2014, c'est plus de 200 millions d'entrées au cinéma, c'est plus de 280 millions de volumes de livres vendus, 60 millions de visites rien que dans les musées de France. Et pourtant, quand on arrive au seuil de la sphère professionnelle, en tout cas de la sphère de l'entreprise, il est convenu de faire abstraction de toute cette dimension de notre humanité. Pourquoi ? Parce que c'est sérieux quoi maintenant, il faut être efficace, il faut être productif. Et pourtant, l'entreprise a énormément à gagner dans les connexions avec le monde des arts et de la culture. Alors vous me direz, mais ça existe, ça se fait, il y a justement le mécénat, puis le secteur du luxe, on en a parlé. Alors effectivement, quand on évoque ensemble les deux mots culture et entreprise, il y a des choses qui nous viennent. Mais c'est une vision qui reste quand même assez souvent parcellaire. Et ce que je voudrais vous inviter à faire ce soir, c'est justement de revisiter cette vision sous la forme d'un passage en revue et d'une remise en cause d'un certain nombre d'idées reçues sur le sujet, de 5 grandes idées reçues. Et la première, justement, c'est cette idée que finalement, ce ne serait que le mécénat. Alors, le mécénat culturel des entreprises en France, clairement, c'est quelque chose de formidable. Il y a 40 000 entreprises en France qui s'investissent dans le mécénat culturel. Ça veut dire qu'elles arrivent à injecter de manière cumulée, selon les statistiques de l'ANMICAL, plus de 360 millions d'euros pour des projets culturels qui autrement ne verraient pas le jour ou n'aboutiraient pas. Mais pour autant, il faut rappeler quelque chose. C'est que par définition, le mécénat, c'est un soutien sans contrepartie directe à des causes d'intérêt général. Et donc ça veut dire que ça le met complètement dans le registre du don, de la philanthropie. Et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont pour raison sociale d'être dans le don et dans la philanthropie. Alors forcément, de ce fait-là, le mécénat reste relativement marginal dans les relations entre l'entreprise et les arts et la culture. Et en fait, elle le reste parce que, on le verra, je pense, il y a beaucoup d'autres façons d'interagir qui sont possibles entre les arts, la culture et l'entreprise. Mais aussi que cette idée d'être seulement dans le don, dans la philanthropie, dans cette logique d'une aide des entreprises vers la culture, est réductrice et qu'on peut tout à fait s'inscrire dans une idée que les arts et la culture peuvent être des leviers et peuvent apporter des bénéfices réels aux entreprises dans des relations non pas d'instrumentalisation, comme on l'entend parfois, mais vraiment dans des synergies, une relation gagnant-gagnant. Alors ça, vous me direz, oui, c'est justement quelque chose qu'on voit, et on le voit dans un secteur, et peut-être même que d'ailleurs on le voit que dans ce secteur. Ça, c'est bon que pour le luxe et la mode. Alors, évidemment, il y a des liens tout à fait directs, comme illustré derrière moi par cette illustration d'une vitrine Vuitton décorée par Takashi Murakami, un des nombreux artistes contemporains qui ont collaboré avec cette grande maison. Il y a des connexions presque naturellement directes entre l'univers de la création de la mode et du luxe et l'univers de la création artistique et culturelle. Mais pour autant, je voudrais vraiment que vous soyez convaincus qu'aucun domaine d'activité, aucune marque n'est a priori incompatible avec les arts et la culture. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que permet une expérience culturelle et artistique, c'est de donner une dimension sensible à une identité, d'apporter ce que les Grecs appelaient l'esthétikos, c'est-à-dire cette sorte d'expérience esthétique au sens premier du terme, de véhiculer des émotions, des expériences sensibles. Et pour une entreprise, pour une marque, qui a besoin de véhiculer un projet de sens, le sens qu'elle donne à son activité, c'est extrêmement important de pouvoir le faire avec une dimension sensible et émotionnelle qui va permettre de favoriser l'impact, la notoriété, la considération. Alors j'irai même plus loin. Je pense que
plus une entreprise est dans un domaine d'activité qui est peu perceptible, peu visible, pas très palpable, très B2B par exemple, ben, plus il peut être opportun pour elle d'avoir recours à une expérience culturelle ou artistique pour s'exprimer. Comme par exemple cette société d'immobilier commercial qui s'appelle la SFL, la Société foncière lyonnaise, qui depuis plusieurs années a développé un programme qui s'appelle Mémoire contemporaine, qui consiste à donner carte blanche à un artiste pour intervenir sur un bâtiment. Ici, vous voyez l'intervention d'un jeune artiste cher à Kamel Ménour, François Morlet, sur un de ces immeubles de la rue de Rivoli, qui permettent d'apporter une singularisation, de donner ce décalage qu'on évoquait sur la vision aussi des partenaires et des clients de la société. Ce qui est important, en fait, c'est pas tant son domaine d'activité, c'est vraiment de travailler, de se poser la question de ce que j'appellerais son potentiel culturel de marque. C'est-à-dire, en partant de son identité et de ses valeurs de marque, se poser vraiment la question et réfléchir à quel peut être le champ d'expression culturel qui serait pertinent pour aider à son développement. Le champ d'expression culturel, ça peut être registre de créativité artistique, musicale, de spectacle vivant, mais aussi de gastronomie, de mode. Ça peut être aussi un registre d'expression plus patrimonial, fait plus référence à l'histoire, à la mémoire. Et puis, il faut réfléchir aussi aux canaux à utiliser. Quels seront les types d'initiatives culturelles que l'on va prendre? Est-ce que ça va être une collaboration avec un artiste autour d'un produit, autour d'un lieu? Est-ce que ça va être la création d'un événement? Est-ce que ça va être lancer un projet ou un prix de marque? Il y a un champ de possibles qui est presque illimité. Et c'est pour ça que dans ce champ des possibles, ce qui est important, c'est de vraiment faire en sorte de créer cette sorte d'alchimie, ce moment où il y a une vraie résonance entre un univers d'identité, de marque et d'entreprise d'un côté, et un univers de références culturelles et artistiques de l'autre. Et que ces deux langages, finalement, se rencontrent et s'amplifient l'un l'autre. Quand, par exemple, chez The Art Marketing Company, on fait un projet pour une société comme Disney, qui consiste en une exposition puis une vente caritative intitulée « Le mal pour le bien », en demandant à des créateurs de tous horizons de finalement recréer un de leurs souvenirs d'enfance d'un film de Walt Disney, mobilisant des notions de bien et de mal. On arrive justement, avec des exemples parmi d'autres comme ceci, un manteau de Cruella qui est revu par Chantal Thomas, à ce regard hypnotique, vous vous rappelez de l'affreux serpent K dans le livre de la jungle vu par l'artiste contemporain Lionel Estève, ou encore un miroir magique de sorcière par Laurent Pernaut. À chaque fois ici, on voit vraiment la rencontre entre un univers d'inspiration qui est celui des films de Walt Disney et vraiment un registre artistique, le langage de chacun de ces créateurs qui leur est propre et qu'on reconnaît bien quand on est familier de leur travail. Ça, c'est important parce qu'ici, on réussit vraiment à avoir cette synergie qui permet finalement une prise de parole de marque différente, décalée, qui va atteindre d'autres publics aussi. En l'occurrence, au service de la sortie d'un film, la sortie du film Maléfique avec Angelina Jolie il y a quelques mois. Alors ici, on va peut-être s'acheminer vers une autre idée reçue, c'est de se dire, ouais, effectivement, ça a l'air de fonctionner, c'est pas mal pour faire un coup de com', une OP comme ça, un peu isolée, qui va un peu résonner. Ça, c'est une double idée reçue. Double idée reçue parce que d'abord, restreindre le champ à la communication, c'est réducteur. Et puis faire abstraction de la notion de durée qui est importante, cette idée de faire un coup, c'est vraiment une erreur. Une illustration pour ça. Est-ce que vous reconnaissez ces messieurs? Il n'y a pas d'Auvergnat ou Clermontois dans la salle? Parce qu'il s'agit des frères André et Édouard Michelin, les créateurs, il y a plus d'un siècle, du groupe de pneumatiques éponyme. Et puis aussi, sans a priori de savoir dans ces termes-là, de vrais grands prôniers du brand content culturel. C'est-à-dire de ce développement d'un contenu culturel destiné à servir au développement de la considération d'une marque. Et ici, je pense évidemment à tout ce développement des guides Michelin. Dès 1900, les frères Michelin sortent le premier guide sur la restauration et l'hôtellerie. Oui, parce qu'à l'époque, le parc automobile, c'est à peine quelques milliers de voitures. Si vous voulez développer l'univers du pneumatique, il y a intérêt à motiver un peu cette révolution et puis à rassurer sur le fait qu'à l'époque, c'était un peu l'aventure de partir en auto et que non, on pouvait se rassurer pour un voyage sans surprise, au contraire, plein de promesses de découverte, de bons moments à passer. Et c'est ce rôle que le contenu culturel de la marque Michelin
a joué pendant des années, avec après la création des étoiles Michelin pour hiérarchiser les restaurants, mais aussi les guides verts qui sont venus accompagner les guides rouges, qui eux documentent vraiment les curiosités patrimoniales, culturelles, touristiques de différentes régions. Et aujourd'hui, cette activité de contenu vraiment culturel de marque chez Michelin est une activité à part entière. Il y a même une entité légale qui ne fait que ça, qui sort des centaines de titres de guides, des plans, des cartes, mais aussi tous les dispositifs numériques qui vont avec aujourd'hui autour de Via Michelin. Donc là, vous m'accorderez qu'avec cette expérience plus que séculaire, on n'est pas dans l'idée de juste faire un coup de com'. Et de fait, il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont mis l'expérience culturelle ou artistique au cœur de leur développement ou de celui de leurs produits ou de leurs marques, comme Absolut Vodka, comme les porcelaines Bernardo, Red Bull avec sa Music Academy. Mais ce que je voudrais souligner à ce stade, c'est qu'on parle beaucoup ici de rayonnement extérieur grâce à une intervention artistique ou culturelle, mais c'est important aussi de voir la dimension interne que ça peut avoir. Comme dans cet exemple d'une simple PME française, société Doublet, qui est spécialisée dans le textile, et qui en fait, à travers son programme de mécénat de compétences, a conçu et produit les pochoirs dont le street artiste Jeff Aurosol a eu besoin pour faire cette grande fresque géante que vous connaissez peut-être. Elle est à Paris, vous savez, tout à côté de l'église Saint-Eustache, derrière le centre Pompidou. Et bien pour cette entreprise, c'est vraiment le moyen de véhiculer le sens de son activité et de contribuer à la fierté et au sentiment d'appartenance en interne. Alors, à ce stade, si j'ai réussi à être un peu convaincant, peut-être qu'il y a une autre menace, une autre idée reçue qui nous guette, c'est de se dire bah ouais, finalement, c'est super. L'art et la culture, c'est un peu la martingale, c'est l'outil magique. On a un problème d'identité, d'image, on va y mettre un coup d'art de culture, et puis ça marche à tous les coups. Alors attention, parce que oui, on a vu que ça marchait. Mais ça marche avec un certain degré d'exigence et de rigueur, comme j'allais dire tous les autres registres de l'activité de l'entreprise. Et on peut peut-être souligner 3 points vraiment majeurs, justement, d'exigence dans une démarche artistique ou culturelle d'entreprise. C'est d'abord la légitimité et la qualité culturelle de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une prise de parole culturelle, même en tant qu'entreprise, on va être jugé sur des critères artistiques ou culturels. Et donc, il faut être à la hauteur de le plus haut degré d'excellence dans ce registre-là aussi. Le deuxième point d'excellence, c'est l'authenticité. C'est d'être vraiment sincère et authentique dans cette démarche-là par rapport à tout ce qu'on fait d'autre, tout ce qu'on dit d'autre, tout ce qu'on exprime d'autre dans son identité d'entreprise. Et puis le troisième point, c'est un certain ancrage dans la durée et dans la cohérence de ses actions, pour que justement on ressorte vraiment comme l'entreprise comme un véritable acteur du champ culturel et d'expression qu'elle a choisi. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça ? C'est comme pour tout, il y a des retours de bâton. Le retour de bâton, alors à l'extrême, ça peut être ce que j'oserais appeler être inculte. Être inculte, c'est quoi ? C'est manquer totalement de discernement sur finalement des signes ou des manifestations culturelles dont on ne voit pas du tout l'effet qu'elles peuvent produire, voire même le scandale qu'elles peuvent produire. Là, j'ai un exemple extrême, c'est par exemple chez Zara, qui l'année dernière nous a sorti cette magnifique création qui convoque à la fois l'étoile jaune et le pyjama rayé sur le même t-shirt. Grosse rechute, parce que quelques années avant, ils avaient déjà fait les sacs à main indianisants avec des vraies petites swastikas, des croix gammées dedans. Donc là, je vous accorde qu'on est sur un exemple extrême, mais un exemple réel, quoi. C'est des produits qui ont été réfléchis, conçus, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, ils ont été sortis, très vite retirés, mais voilà. Alors, on est un peu extrême. Le risque qu'on court le plus souvent, c'est peut-être plutôt d'être anecdotique. Être anecdotique, c'est finalement, si on prend un exemple, clairement, c'est formidable que le street art, qui était considéré il y a encore quelques années comme du vandalisme, ait maintenant toute sa place dans le monde de l'art, que ce soit devenu un registre vraiment apprécié du grand public et qui vraiment irrigue toute notre culture collective de l'image et donc la publicité. Mais honnêtement, aujourd'hui, combien de campagnes de pub, combien de campagnes de com donnent l'impression de mettre du street art à toutes les sauces au détriment d'une vraie réflexion sur finalement l'identité de la marque en question et les enjeux de sa connexion à un genre artistique donné dans un réflexe un peu de facilité. Et là, donc, un dernier exemple en date qui est à court, encore à quelques kilomètres d'ici, sur le showroom d'une grande marque automobile que je nommerai pas.
Mais vous verrez que c'est quand même difficile de faire aussi un différencié, même si on arrive à lire le nom. Alors, il y a aussi un troisième risque, il faut faire attention à ne pas être parasite. Être parasite, c'est quoi? C'est finalement vouloir utiliser, mobiliser des signes et des éléments culturels sans avoir fait le travail d'acquérir la légitimité pour ça. Là aussi, un exemple récent, c'est des t-shirts H&M. Il y a quelques mois, H&M s'est dit qu'ils allaient sortir une collection qui allait finalement utiliser des imprimés avec des graphismes inspirés de la culture métal et en fait qui allait être l'expression de groupes de métal fictifs qu'ils inventaient pour l'occasion. Bon. Sauf que les vrais fans de vrai métal, ils n'ont pas du tout aimé. Ils ont eu vraiment l'impression d'être instrumentalisés et donc ils ont réagi. Et donc comment on réagit aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux. On a vu fleurir sur YouTube, sur Facebook, les pages et les contenus rattachés à ces faux groupes fictifs comme étant leur propre expression, avec le lien qui va bien vers la marque, et avec tout le contenu inapproprié que vous pouvez imaginer. Ce genre de mésaventure, ça montre que quand on veut être trop utilitaire, trop instrumental ou trop égoïste, bah ça se voit. Ça se voit et on se crée plutôt l'hostilité de ceux pour qui cette dimension culturelle ou artistique est vraiment quelque chose d'important, de vécu et de sincère. Donc encore une fois, pour éviter ces écueils, parce que, oui, je peux vous redonner un dernier exemple, même si on prend, juste pour vous dire qu'on peut être à la fois un culte anecdotique et parasite. Là, c'est un t-shirt que vient de faire Under Armour. Vous connaissez cette marque d'habillement sportif. Vous avez cru bon de faire un t-shirt Band of Ballers, donc qui s'inspirait de cette photo très connue à gauche, vous savez, ces Marines américains qui plantent leur drapeau au soir de la bataille d'Iwo Jima, une des batailles les plus meurtrières de la guerre du Pacifique, puis en le transposant dans le fait d'une bande de copains qui dresse son panneau de basket. Sauf que là, levée de boucliers encore sur les réseaux sociaux, notamment de descendants d'enfants de vétérans américains qui trouvent ça totalement déplacé, relais dans les médias, et puis in fine, au bout de 15 jours, excuses embarrassées de la marque, retrait du produit, etc. Donc encore une fois, pour éviter tout ça, ces exigences de légitimité et de qualité, d'être dans une vraie sincérité pour être authentique, et puis de vraiment travailler cet ancrage dans la durée et dans la cohérence pour que vraiment l'entreprise devienne au cours du temps un vrai acteur de culture. Et ça m'amène justement, pour conclure, à la dernière idée reçue que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Alors c'est une idée qui peut paraître un petit peu provocante, donc je vais essayer de bien m'en expliquer. C'est cette idée quand même assez commune en France que non mais de toute façon la culture, il n'y a qu'un seul sujet, c'est juste qu'elle doit être protégée. Sous-entendu, éventuellement y compris du monde de l'entreprise. Alors pour ça, je voudrais vous donner une illustration de l'idée sous-jacente qu'il y a de ça. Je vous présente le dernier rhinocéros blanc mâle d'Afrique. Donc le dernier qui peut éventuellement assurer la survie de l'espèce. Alors lui, il est protégé. Vous voyez, c'est pas pour de rire, il y a vraiment des gardes armés qui se relayent jour et nuit autour du rhinocéros. Et puis alors, je sais pas, vous savez peut-être, les rhinocéros ils sont très recherchés pour leurs cornes. Et souvent, les braconniers tuent les rhinocéros juste pour leur prendre la corne. Donc là, on s'est dit, on va prendre les devants, on lui a scié la corne, comme ça éloigne encore plus la menace. Vous voyez. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour la culture? C'est-à-dire une culture qui soit tellement protégée, isolée, mise à distance, au point de décourager toute interaction. Alors attendons-nous bien, c'est évident que tout le travail des créateurs, des artistes, mais aussi des conservateurs du patrimoine muséal, monumental, doit être protégé, doit être encouragé, doit être favorisé, que c'est une responsabilité collective et même une mission d'ordre public. Mais à cet égard, justement, rappelons quand même une chose. Aujourd'hui, sur les 100 plus grandes entités économiques au monde, il y en a déjà près de la moitié qui sont de grandes entreprises internationales. Et il n'y a plus que l'autre moitié qui sont des États. Donc, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que les pouvoirs publics vont continuer tout seuls de préserver les enjeux sociaux et culturels? C'est juste pas réaliste. Et donc, aujourd'hui, on admet très largement que l'entreprise a un rôle sociétal, environnemental. Eh bien, l'entreprise doit être aussi un acteur de culture. Et pour conclure sur cette conviction, qu'elle peut le faire en mobilisant en plus des leviers artistiques et culturels dans sa vie économique normale, je vais invoquer la figure tutélaire, incontournable de Steve Jobs, qui ne manquait pas une occasion de préciser qu'il situait lui-même son entreprise exactement au carrefour de la technologie
et des arts, des humanités. Et pour tout vous dire, quand nous-mêmes, on a mis dans le nom de notre société les mots à la fois art et marketing, quelle suspicion ça a levé dans certains milieux. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est être sûr que désormais, vous n'aborderez plus le seuil de l'entreprise en abandonnant votre dimension culturelle, mais qu'au contraire, vous serez vous-même intégrateur de culture. Merci.